Le milieu des affaires a toujours fait preuve de résilience. Il a la capacité de s'adapter, d'innover et de se réinventer. C'est un terreau fertile, riche en possibilités, un écosystème visionnaire, habité par d'audacieuses ambitions en quête des plus hauts sommets. Il crée des ponts, bâtit des relations. Le milieu des affaires reconnaît l'importance du savoir et de l'inventivité. Il se préoccupe de la société et de nos enjeux collectifs. Le milieu des affaires, c'est un organe vital de notre tissu social et économique. Le milieu des affaires, c'est nous tous. Ensemble, posons un regard éclairé sur la situation. Prenons la pleine mesure du défi qui se présente à nous. Partageons notre savoir-faire. Alimentons la réflexion. Saisissons l'occasion et repérons les actions qui nous permettront de créer de la richesse en visant une économie forte, innovante, verte et inclusive. Ensemble, soutenons les secteurs stratégiques de la métropole. Engageons-nous pour l'économie du Grand Montréal. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous accueillons des représentants du secteur de l'aluminium dans le cadre de Relançons Montréal. Je me présente, Diane Langlois, vice-présidente Affaires publiques et relations gouvernementales à la Chambre. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tient à remercier les nombreux partenaires mobilisés pour ce mouvement, pour cette causerie et ultimement pour la réussite de la relance économique de Montréal. L'aluminium, avant d'être un secteur, c'est un matériau. Pardon. Et pour ceux qui se souviennent de leur cours de sciences, on se rappellera que c'est même un élément du tableau périodique, le numéro 13. Comme matériau, l'aluminium est synonyme de modernité. C'est avec l'aluminium qu'on produit les iPhones et les avions, et c'est fort probablement avec l'aluminium qu'on fabriquera les boîtiers des batteries, si on réussit à en produire au Québec. D'un point de vue économique, l'aluminium figure parmi les principaux produits d'exportation du Québec et lorsqu'on parle du secteur, on pense d'abord aux 9 alumineries qui représentent plus de 70 % de la capacité nord-américaine. Il faut se rappeler que l'écosystème de l'aluminium est formé de plus de 1400 entreprises en transformation, principalement des PME, de même que des équipementiers. Ce secteur est donc stratégique pour l'économie du Québec, mais également pour l'économie du Grand Montréal, puisqu'on retrouve ici non seulement des bureaux décisionnels de plusieurs multinationales, mais également plusieurs entreprises de transformation ainsi que des équipementiers. Comment faire du secteur un contributeur à la relance de notre économie? Quelles sont les opportunités qui se présentent à nous? Comment, par exemple, s'imposer dans l'industrie du recyclage ou encore, comment s'assurer que notre aluminium, l'un des moins polluants au monde, devienne un matériau plus vert? Voilà certaines des questions qu'on abordera dans la causerie de ce matin. La causerie d'aujourd'hui sera animée par M. Martin Charron, président-directeur général d'Alu Québec, la grappe de l'aluminium. À vous la parole. Bonjour à tous. Merci, Mme Langlois. Comme vous l'avez souligné, notre industrie, un des 5 secteurs prioritaires du gouvernement du Québec, a un rôle important à jouer dans la balance commerciale du Québec. Vous le disiez, le secteur de l'aluminium, bien entendu, la production primaire, un incontournable, un moteur économique en soi, mais l'écosystème de l'aluminium, c'est beaucoup plus. Ce sont des centres de recherche, des institutions d'enseignement, des organismes sectoriels et bien entendu, 2 autres secteurs industriels, la transformation, première, deuxième, troisième, et des équipementiers qui sont au service non seulement de la production primaire, mais également de la transformation, notamment la première transformation.
Donc, si on regarde du point de vue de la production primaire, on a dit 9 alumineries, c'est un peu moins de 3 millions de tonnes qui est produit annuellement au Québec. Et juste pour se mettre au niveau de l'échiquier mondial, la production mondiale d'aluminium oscille entre 64 et 65 millions de tonnes annuellement, dont 35 à 36 millions uniquement pour la Chine. On a parlé de la transformation, vous l'avez mentionné, 1400 entreprises, un peu plus de 1400 entreprises, 17 000 emplois, un tissu de PME présent sur l'ensemble du territoire québécois, bien souvent des entreprises de moins de 50 emplois. Et si on regarde uniquement la troisième transformation, donc 44 des entreprises de la troisième transformation, qui est le secteur où il y a le plus d'entreprises, se situe dans la grande région de Montréal et en Montérégie. Équipementiers, fournisseurs spécialisés, une cinquantaine d'entreprises, une forte présence au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sont des entreprises de premier plan avec un savoir-faire qui est reconnu à l'international. Donc, un écosystème qui est diversifié d'un point de vue industriel, uni par le matériau. Par contre, avec des particularités, des besoins et des enjeux qui sont propres à chacun. Très rapidement, comment la pandémie, l'impact que ça a eu pour ces entreprises. Donc, du point de vue de la production primaire, la production a été jugée essentielle par les autorités, notamment parce que le procédé de fabrication est quand même particulier et il est complexe à arrêter et à redémarrer. Par contre, il y a eu un ajustement de la production. On a basculé en bonne partie vers la production de l'aluminium de base, qu'on appelle le P10-20, délaisser les produits spécialisés, bien entendu en réponse au marché et à l'arrêt de certaines chaînes de valeur. Du point de vue des équipementiers, fournisseurs spécialisés, également une production jugée essentielle. Maintenir les contrats en place, l'impact pour les équipementiers, fournisseurs spécialisés se fait sentir peut-être plus présentement, étant donné des cycles de vente qui sont relativement longs. Du point de vue des transformateurs, bien entendu, ont été impactés avec tous les arrêts et les ajustements de chaînes de valeur. Selon les secteurs et les marchés des services, les impacts ont varié. On a eu des entreprises qui ont arrêté presque complètement, d'autres en partie. Dans tous les cas de figure, on parle d'arrêt de production et bien entendu des ajustements de la main-d'œuvre. Si on regarde présentement, le niveau d'activité a remonté, bien entendu, selon les secteurs d'activité et les marchés desservis, la reprise va de passable à bonne. Par contre, les effets de la crise vont se faire sentir pour encore un bon moment. Et dans tous les cas, la main-d'œuvre pour bien des acteurs de l'industrie demeure un enjeu. J'aimerais juste regarder un peu quelques grandes tendances pour notre industrie. Dans un premier temps, demande et évolution des marchés d'aluminium. Donc, il faut se rappeler que les fondamentaux pour la demande d'aluminium, la demande mondiale d'aluminium sont toujours bons. Les applications d'aluminium sont essentielles à bien des industries. Elles sont en phase avec les nouvelles tendances et surtout, elles peuvent créer une montée en puissance de nouveaux secteurs d'utilisation. Et juste à titre d'exemple, quelques exemples, quand on pense au secteur des bâtiments, quand on pense à l'allègement des véhicules, la croissance des véhicules électriques, également la croissance des solutions d'énergie renouvelable, c'est autant d'éléments qui vont impacter la demande d'aluminium dans le futur. Et juste revenir sur les solutions d'énergie renouvelable et l'exemple du photovoltaïque. 85 de la majorité des composantes d'un panneau solaire est constituée d'aluminium. Or, il y a une étude récente de la Banque mondiale qui montrait que la croissance de ce secteur-là uniquement pourrait générer, au niveau de l'aluminium, pourrait générer des demandes qui se chiffrent en millions de tonnes. Ça donne un exemple de l'impact. Mais ce qui est important pour nous au niveau de l'évolution des marchés. Et l'élément à retenir, c'est la demande pour l'aluminium de faible empreinte carbone qui émerge, et ça de façon sérieuse. Ce qui amène un peu à l'autre tendance dont je voulais vous parler, qui est la tendance vers le développement durable, laquelle va s'accélérer avec le temps. Oui, l'aluminium à faible empreinte carbone, mais également la traçabilité. Les modèles circulaires, c'est autant de sujets dont on va parler abondamment dans notre industrie. L'autre tendance est l'ajustement des chaînes de valeur, un ajustement qui va faire en sorte que les modèles d'affaires, les modèles opérationnels vont être appelés à se transformer.
Par exemple, quand on regarde, et on le voit déjà au niveau du recyclage et la valorisation qui vont devenir plus importants et beaucoup plus au cœur des opérations, et on le voit déjà au niveau de l'évolution des changements dans certains modèles opérationnels, notamment au niveau du primaire et du secondaire, où il y a des partenariats qui émergent autour de boucles de recyclage. Quand on parle également de l'ajustement des chaînes de valeur, bien entendu, il y a un retour à des chaînes d'approvisionnement locales. La régionalisation des achats va se poursuivre, peut-être même s'accélérer. On ne peut pas et on ne doit pas tenter de tout faire localement. Trouver un juste équilibre, un bon dosage avec les marchés d'exportation est essentiel. Par contre, comment s'assurer en tant qu'industrie de participer de façon efficace aux chaînes d'approvisionnement locales, autant ici comme ailleurs. Et bien entendu, quand on parle de tendance vers les achats locaux, je dirais l'envers de la médaille, on le voit bien que certains gouvernements pourraient être versés dans des excès, donc qui amènent l'enjeu de protectionnisme, auquel on va avoir à faire face pour encore un bon moment, malheureusement. Dernier point au niveau des tendances, le rôle des gouvernements qui va être crucial. La relance économique, autant ici qu'ailleurs, va passer en partie par les grands projets gouvernementaux, électrification des transports, infrastructures et tout. Et donc, l'accès au marché public va devenir un levier pour favoriser l'activité économique, catalyser l'innovation et, bien entendu, on espère bien servir de vitrine technologique. Donc, quelques éléments à retenir pour moi. Encore une fois, le développement durable, un incontournable. Donc, y contribuer et se positionner stratégiquement comme industrie est crucial. Et je pense qu'il faut le souligner, alors qu'au Québec, on se prépare à une relance dans les infrastructures et la construction institutionnelle. L'aluminium québécois se doit d'être au rendez-vous. On a la chance d'avoir un aluminium qui a la plus faible empreinte carbone. C'est un matériau qui a une durée de vie plus grande que les autres et c'est surtout un matériau qui est recyclable à l'infini. Autre élément à retenir, l'innovation et la compétitivité de tous les acteurs de l'écosystème est primordiale. Donc, l'importance de focaliser sur des produits niches, sur des produits à forte valeur et surtout des chaînes de valeur qui sont optimisées à la réalité d'ici. Il faut revoir probablement également nos façons de collaborer. Et je pense qu'on peut apprendre de la pandémie à ce niveau-là. Si je regarde juste l'exemple des masques N95, où rapidement, on a eu des intervenants de différents milieux, de différentes industries qui se sont unis rapidement pour s'attaquer à un problème sans s'imposer des contraintes. Alors, je pense qu'il faut maintenir et chérir cette agilité-là en tant qu'industrie et encore en tant qu'industrie, pas seulement l'aluminium, en tant que l'industrie en général au Québec. Je dirais un peu, c'est comme passer de l'ère de l'intrapreneurship, l'entrepreneurship à l'interne de l'entreprise à un ère d'extrapreneurship, donc un entrepreneurship de collaboration et de partenariat. Donc, pour terminer mon point, donc utiliser l'aluminium du Québec à faible empreinte carbone, c'est contribuer à l'économie de Montréal, à l'économie du Québec. C'est aussi contribuer à la décarbonisation de la planète. Et pour nous, pour notre industrie, comme on a une présence sur l'ensemble du territoire québécois, relançons Montréal passe par relancer les régions, relancer le Québec. Donc, ce qui est bon pour les régions, ce qui est bon pour le Québec va être bon pour Montréal et vice-versa. Donc, merci. J'ai quand même parlé un petit bout de temps. Je pense que ça serait bon d'entendre nos panélistes pour parler un peu et qui représentent aussi toute la richesse de notre industrie. Donc, je vais brièvement présenter les intervenants avec nous aujourd'hui. Donc, on a M. Frédéric Campagna, directeur général opérations commerciales mondiales aluminium chez Rio Tinto. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Nous avons Mme Juliane Chaillé, vice-présidente responsabilité d'entreprise au groupe AGECO, donc sur le côté développement durable. Bonjour, Juliane. Bonjour. Nous avons également M. Vincent Chris. Vincent est le chef de la direction de Ilicis, nouvelle technologie du point de vue de la production primaire. Bonjour, Vincent. Bonjour. Nous avons également Mme Chantal Coupal, directrice de GNA Alutech,
un équipementier justement très présent à l'international. Bonjour Chantal. Bonjour. Et nous avons M. Patrick Garzani, président directeur général de SBB, une entreprise de transformation dans la couronne nord de Montréal. Bonjour Patrick. Bonjour Martin. Donc, j'ai parlé un peu, très brièvement, là, de l'impact de la pandémie sur notre industrie là, d'entrée de jeu. Vous êtes bien entendu beaucoup, peut-être mieux placé que moi pour en parler hein, dans vos secteurs et dans vos entreprises respectives. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être juste vous demander de faire un bref tour de table, brosser un peu le portrait de votre entreprise, ce que vous faites, et surtout, comment vous avez vécu la crise à ses débuts. Et quel a été l'impact immédiat pour votre organisation? Merci, Martin. Rio Tinto, producteur mondial d'aluminium. On est fiers d'avoir pu maintenir notre production en tant qu'industrie essentielle malgré les baisses significatives des marchés et des contraintes sanitaires. On s'entend qu'on avait pu, avec la visibilité sur nos opérations ailleurs dans le monde, on avait pu prévoir le coût, mais on avait peut-être un peu sous-estimé l'impact de la baisse des marchés américains. Comme 80 de l'aluminium du Québec ou du Canada est exporté vers les États-Unis, puis que la demande fond du jour au lendemain, ça a eu un impact significatif. On s'en est bien sorti avec l'expertise puis la coopération qu'on a eue de nos équipes, autant commerciales qu'opérationnelles. Rio Tinto au Québec, c'est quoi? C'est 7 000 employés, 5 000 emplois directs, avec plus de 4 300 dans l'aluminium, des dépenses d'autour de 3 milliards par année chez différents fournisseurs. On parle de 540 fournisseurs à Montréal, donc quand on parle de relance Montréal, ça a un impact, et 630 fournisseurs juste dans la région du Saguenay, au Québec. Le siège social de Rio Tinto Aluminium est encore à Montréal et à Montréal. Avec 700 employés, des professionnels qualifiés qui travaillent dans le domaine du légal, finance, commercial, approvisionnement, opérationnel, ingénierie. On est localisé dans la tour de l'Ouette, à côté du Centre Bell. Nos activités s'étendent dans l'aluminium du Canada à l'Australie, en passant par l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Montréal est un des 3 centres mondiaux de Rio Tinto, fournissant des soutiens à nos activités en Amérique, en Europe et en Afrique, et un centre d'excellence technique ayant pour mission de rendre nos opérations toujours plus efficaces. Et on a été nommé un des 100 meilleurs employeurs à la Ville de Montréal. On est très fiers de ça. Merci. Merci, Frédéric. Vincent, de ton côté? OK. LEC, c'est une compagnie de technologie, de développement technologique qui a été formée en 2018. C'est un partenariat innovant, si je peux dire. 2 géants de l'industrie, Alcoa et Rio Tinto, ont décidé de joindre les forces. Apple est intervenu aussi comme financier et bien évidemment le support des gouvernements du Québec et du gouvernement du Canada. Ceci a permis de lancer une nouvelle entreprise, objectif où la mission est assez claire, c'est de décarboniser un des derniers morceaux du procédé de production d'aluminium. On enlève le carbone dans la fabrication de l'aluminium. Comme sous-produit, on a de l'oxygène et ça représente, je dirais, un élément important dans l'histoire environnementale de l'aluminium, en tout cas pour le futur, c'est certain, mais pas seulement, parce qu'on considère aussi l'avantage économique associé à ce procédé. C'est pour ça qu'on parle d'une rupture, parce qu'il amène aussi une réduction des coûts de production et en même temps une augmentation de productivité. Donc, feu vert sur tous les aspects de la technologie. On est une équipe basée à Montréal, donc notre siège social est à Montréal. On a un centre de recherche et de développement qui est en construction au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a des équipes aux États-Unis, à Pittsburgh. On a des équipes en France, dans la région de Grenoble. La pandémie, ce qu'elle a eu comme effet, premièrement, le siège social a basculé en télétravail du jour au lendemain.
Le 23 mars, on a démobilisé notre chantier de construction à la demande du Québec, du gouvernement du Québec. Et relativement peu de temps après, on a eu une remobilisation alignée avec le secteur de la construction. Donc, ça a été une interruption quand même relativement courte, mais qui a eu des impacts au niveau de la distanciation, la réduction du personnel de construction sur place en même temps, etc. Ça a eu aussi des impacts aux États-Unis et en France, bien évidemment, puisque ces pays-là ont aussi été touchés par la pandémie. Et lorsqu'on a repris la construction, ça a eu un impact aussi sur nos fournisseurs. Donc on a tout un tissu de fournisseurs au Québec qui eux aussi ont été impactés. Et on en a eu d'autres à l'international, par exemple l'Espagne, la Suède, 2 pays fortement touchés aussi. Aujourd'hui, on a pu reprendre les activités quasi normalement. On a embauché nos nouveaux employés pour le centre de recherche. Et on est en fin de construction et on va bientôt basculer en production. On observe bien évidemment de près ce qui se passe au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'évolution de la pandémie et on verra si ça a un impact ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact. Tout à fait. Merci Vincent. Chantal, du point de vue GNA à l'UTEC? Nous, GNA, on est une petite entreprise. On se spécialise dans la conception de fours industriels, spécifiquement les fours d'aluminium liquide ou de traitement thermique pour l'aluminium. Et puis, jusqu'à tout récemment, on était 100% exportation, donc pas de projet ici au Québec. Présentement, on a quelques-uns, ce qui est vraiment, vraiment super pour nous, là. Pour nous, c'est sûr que, comme pour faire lien avec l'introduction, on a des fours partout dans le monde, dont à Taïwan, qui, eux, justement, produisent l'alliage directement pour les produits Apple. Donc, si vous avez un iWatch, probablement, c'est en aluminium, évidemment, vient d'un de nos fours. Étant une petite entreprise, pour nous, la pandémie, était assez facile à gérer. En très, très peu de temps, au mois de mars, on s'est retrouvés en télétravail à 100% et on est toujours en télétravail. Et tranquillement, on espère revenir au bureau, mais on suit ça. Mais pour l'instant, c'est 100% télétravail. Et malgré tout, ça reste quand même très efficace. Je crois que ça, c'était une des inquiétudes, surtout pour nous, qui est une petite entreprise. Donc, si ça ne roule pas pour certaines personnes, ça ne roule pas bien. Mais ça s'est bien déroulé et tout le monde va très bien. C'est sûr que pour nous, la partie difficile, c'est de supporter nos clients. On était en démarrage d'équipement à Bécancour et aux États-Unis, en Ohio. Et là, tout a arrêté au mois de mars. Et là, on a la nouvelle que tout doit fermer. Et là, l'usine de Bécancour qui pense qu'il va fermer. Nous, on se dit c'est impossible. Et aux États-Unis aussi, même chose. Donc, les gens reviennent au bureau, à la maison. Et puis, c'est la reprise et d'essayer de finir ces équipements-là et ces installations-là. Et l'Ohio s'est repris seulement en mai. Donc, on a des retards de projets. Évidemment, ça a un impact de coût, ça a un impact financier. Et c'est complexe. Voyager pour les employés, c'est complexe. Et ça, c'est un des gros enjeux pour nous. Présentement, personne ne veut voyager, personne ne veut se déplacer. Et ça reste que nous, on doit desservir nos clients. Et encore une fois, ils ne sont pas beaucoup au Québec. Donc, c'est un des gros enjeux. Merci, Chantal. Patrick, de ton côté, pour SBB? Alors, SBB est un fabricant de structures industrielles en aluminium, principalement pour les industries de la transmission électrique et du transport. Notre expertise, en fait, est beaucoup en conception, usinage, soudage, assemblage, et on a aussi une capacité à gérer des projets complexes et à les livrer clé en main. Au-delà de ça, nous avons aussi des produits que nous avons nous-mêmes développés et que nous vendons dans une soixantaine de pays à travers le monde, dont une tour modulaire en aluminium qu'on appelle un peu une tour d'urgence qui sert à rétablir le courant sur des lignes électriques endommagées. Donc, vous vous imaginez bien que nous, dans un contexte de pandémie, nos clients étant répartis dans une soixantaine de pays, le choc était un petit peu brutal quand c'est arrivé. Mais je vous dirais que notre gros focus a été sur nos employés. On ne voulait absolument pas prendre le risque de perdre des employés pendant cette période qui allait durer. On savait que ce n'était pas une question d'une semaine ou deux. On voyait un petit peu déjà ce qui s'était passé en Chine. On était très connectés à ce qui se passait en Europe, donc on voyait bien que c'était là pour durer.
Alors écoutez, on a effectivement, on est passé en télétravail, on a mis en place un programme de temps partagé. On a bien entendu bénéficié des subventions salariales gouvernementales qui ont été critiques pour nous pour pouvoir passer à travers. Mais si je le regarde d'une façon positive, je dirais ce qui était vraiment intéressant, c'est que ça nous a rendus hyper agiles. Parce qu'il a fallu être capable de s'asseoir tous les jours avec le comité de direction pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on fait, quelle est la prochaine action qu'on pose, comment la situation a évolué et est-ce que ça change la stratégie ou pas. Alors, on avait des réunions extrêmement fréquentes et puis on a appris à vraiment s'adapter puis devenir très, très souple. Et ce qui est génial, c'est que nos employés ont suivi aussi. Donc, ils ont appris à travailler différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, j'estime qu'on performe correctement dans les situations. Merci. C'est un petit peu, quand je mentionnais l'agilité dans mon intro, c'est un peu un exemple à l'interne aussi de cette agilité-là. Mais merci. Juliane, de ton côté? Oui, donc je suis présidente chez Groupe AGECO, Service Responsabilité d'entreprise. On accompagne les organisations depuis 20 ans dans le développement durable avec une équipe de 25 passionnés et talentueuses personnes. On le fait tout secteur confondu, de l'agroalimentaire aux emballages, des télécoms à l'aérospatial, du domaine bancaire au secteur de la construction, où je suis particulièrement impliquée pour supporter la transition de l'industrie vers l'intégration des solutions éco-responsables à titre de présidente du conseil d'administration du Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec. Plus particulièrement chez AGECO, on réalise en co-création des projets de plans stratégiques pour la réduction des gaz à effet de serre, l'empreinte carbone des produits, des bâtiments, des technologies, des infrastructures, des emballages. Donc, nous sommes très, très présents pour déployer cette expertise auprès de l'industrie de l'aluminium. Pour nous, les effets de la pandémie se sont fait sentir surtout au début, majoritairement dans l'analyse des risques, dans les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement qui étaient perturbées. Les entreprises ont dû effectivement rapidement comprendre ces perturbations et les mettre en place des solutions, revoir la production. On a souvent fait référence à ce fameux avion que l'on construisait en plein vol. Et par contre, si je le regarde du côté de l'angle du développement durable, tout secteur confondu, il n'y a pas eu de ralentissement de notre côté. Contrairement à la crise financière de 2009, on constate que le développement durable n'a pas été balayé du revers de la main. Au contraire, la pandémie a vraiment renforcé l'intérêt pour les facteurs ESG, donc environnement, social et gouvernance. On voit que les investisseurs vont chercher à mieux connaître les risques dans la chaîne d'approvisionnement, l'indice carbone des produits, de même évidemment que la santé et sécurité des travailleurs. Et dans certains rapports sur les risques, les pandémies qui figuraient d'ailleurs déjà dans ces risques-là ont déclassé évidemment les risques climatiques, mais on constate qu'une majorité d'entreprises est bien en selle pour réaliser les plans de développement durable ou tout projet de positionnement plus écologique. Et on doit le dire, les demandes affluent chez nous en ce sens. Nous avions déjà toutes les installations pour le télétravail puisqu'on était plusieurs personnes un peu partout au Canada et le télétravail n'a fait qu'augmenter la cadence des projets qu'on réalise présentement avec les organisations. Donc, merci Juliane. Donc, dans votre cas, on ne peut même pas parler d'une reprise, mais c'est vraiment poursuivre sur une lancée. Ma prochaine question serait justement au niveau de la reprise. Et là, je m'adresserai aux trois, entre guillemets, là, industriels, Frédéric, Patrick et Chantal. Donc, j'en ai parlé un peu. On voit depuis le début de la crise qu'il y a plusieurs secteurs qui sont repartis. Mais j'aimerais voir dans vos secteurs respectifs, au niveau de la production primaire, de la transformation des équipementiers, comment vous vivez cette reprise-là? Et certains l'ont déjà un petit peu abordé, mais quels enjeux aussi vous voyez à cette reprise-là? OK, merci. De notre côté, c'est sûr que ce qu'on a vu, les gens parlaient de c'est-tu un U-shape, un W-shape. C'était définitivement un V-shape recovery, dans le sens que on a vu la demande tomber complètement à partir du mois d'avril, autour du mois d'avril et du mois de mai. On a été jugé industrie essentielle, donc on a continué à produire de l'aluminium beaucoup plus liquide qu'on pouvait vendre à des banques et des revendeurs, ce qu'on appelle dans le jargon des traders.
Puis on a aussi été jugé essentiel parce qu'on fournissait dans les masques N95, il y a un petit peu d'aluminium sur la braquette et il y a beaucoup de produits hospitaliers comme les bonbonnes à oxygène. On a beaucoup de clients partout dans le monde qui achètent notre aluminium pour faire les bonbonnes à oxygène qui aidaient à respirer avec le COVID. Fait que ça a été définitivement jugé essentiel. Donc, il a fallu réorganiser notre demande au complet, radicalement, pour s'apercevoir. Puis, on planifiait une demande un peu soutenue, mais quand même modérée, de peut-être juillet à décembre. Mais ce qu'on a vu, c'est une demande soudaine, où ce qu'on a été pratiquement en surdemande depuis le mois de juin-juillet, je dirais, où ce que présentement, on est obligé de refuser des commandes. On est obligé même de faire de la location d'unités de métal. Fait que toutes les industries, quand on parle de l'industrie automobile, l'industrie de la construction, repartie de plus belle. Je pense que, puis on voit des tendances, les gens commencent à changer délaissent le transport en commun, achètent des voitures parce qu'il y a des craintes de ce côté-là. Il reste à savoir, est-ce que ça va être maintenu? Et l'autre question, c'est que, OK, là, on parle de reprise, tout va bien, mais tout ce qui se passe présentement encore avec la deuxième vague, on n'est pas sorti du bois, dans le sens qu'on voit beaucoup plus de cas présentement au Saguenay, dans nos usines, au Québec, qu'on en a vu dans la première vague. Ça nous inquiète parce que la production, tu peux la changer, mais si tu as à pair, ça devient très complexe à gérer. Fait que c'est ce qui nous tient sur le qui-vive présentement, la situation au Saguenay. Merci, Frédéric. Patrick, du point de vue de la transformation, cette reprise-là, vous la voyez comment et les enjeux que vous y avez? En fait, après une période qui est très lente, puis j'insiste sur le très, avril à mai, je dirais que c'était vraiment extrêmement difficile pour nous parce qu'il n'y avait absolument aucune activité. Notre demande d'être considéré comme service essentiel n'ayant pas été acceptée, il a fallu, dans un premier temps, qu'on mette des gens à pied. Ça a duré juste 48 heures. Ensuite, on a repris un certain rythme très lent. Par contre, je dirais que depuis le mois de juin, on voit vraiment une croissance assez importante au niveau de l'activité. Mais je te dirais que ça pose ça me fait questionner deux choses, en fait. La première, c'est est-ce qu'on est dans une période de rattrapage de ces mois-là? Donc, est-ce que c'est vraiment une pointe qui va finir par s'essouffler? Puis ça, c'est seul le temps le dira. L'autre problématique, c'est celle de la disponibilité ou de la rareté de la main-d'œuvre. Puis ça, écoute, c'est vraiment un boulet, c'est vraiment extrêmement difficile. Nos projets sont ralentis à cause de ça. Alors, même avec la demande qu'on a actuellement, on a du mal un petit peu à suivre parce qu'on a du mal à trouver des employés. Écoute, devoir faire appel à une agence de recrutement pour un journalier, ça paraît complètement fou, mais c'est la réalité. Non, tout à fait. Voilà. Chantal, de ton côté? Pour nous, OK, comme tu l'as dit, Martin, au début, le processus de vente de nos équipements, c'est quand même très long. Ça peut prendre des mois, voire des années avant que l'investissement se fasse. Donc, on a vu tout de suite, nous aussi, un ralentissement. Et je dirais que le ralentissement continue. Okay. D'une part, probablement les élections américaines, beaucoup d'investissements aux États-Unis qui ont sûrement été en attente de tout ça, de voir où est-ce que ça s'en allait. Et ensuite de ça, c'est sûr que pour ces industries-là, avoir le feu vert présentement pour repartir ces projets-là, ils sont tous un peu en train de réévaluer comment la pandémie va impacter leur industrie. Ils sont comme tout en attente. Donc, on a beaucoup de soumissions actives, de projets qui devraient voir le jour, mais qui sont ralentis, repoussés, retardés. Fait qu'on en est là dans notre cas. Merci. Peut-être continuer un peu dans la même veine. On parle de reprise. Il y a l'élément aussi qu'on a mentionné par rapport aux chaînes locales d'approvisionnement. Puis encore une fois, là, je me retourne vers les trois industriels, mais je le mentionnais, moi, quand j'en ai parlé, l'importance, oui, de participer à ces chaînes d'approvisionnement locales, mais également de trouver un équilibre avec les marchés internationaux. J'aimerais voir comment, dans vos secteurs, là, vous voyez comment on peut concilier cet impératif-là de, oui, répondre aux marchés internationaux, mais également la volonté de resserrer les chaînes d'approvisionnement.
Écoute, de notre côté, je pense que s'il y a une chose qui est arrivée, c'est que parce qu'on parle de marché international, mais les États-Unis, c'est quand même, quand on a des commandes d'aluminium, on est quand même capable de réagir assez rapidement à des changements de commandes ou des choses comme ça par rapport à un producteur russe ou de l'Inde ou du Moyen-Orient. Fait que ça l'a mis en valeur le fait qu'on avait une proximité. Ça a fait réaliser ça, je pense, à plusieurs clients américains. Je le disais tantôt, 80 de l'aluminium québécois finalement va aux États-Unis. Donc, ça l'a vraiment favorisé ce côté-là. Donc, nous autres, on travaille très fort en collaboration avec les clients aux États-Unis pour continuer à mettre en valeur cet élément-là. L'autre élément aussi qui est important, c'est toute l'histoire de l'empreinte carbone, de la traçabilité, où on a avantage à continuer à développer ce côté-là avec Elysis qui s'en vient éventuellement avec en espérant de plus en plus de production. Il y a une demande, on voit définitivement en parlant aux clients qu'il y a un intérêt majeur envers ces choses-là. Vous avez vu Rio Tinto annoncer plusieurs partenariats avec des compagnies comme Nespresso, dans le côté de la canette avec Budweiser. Fait que c'est bien important de continuer dans cette veine-là pour favoriser en fait la production locale. Patrick, de ton côté? Mais nous, de notre côté, on est peut-être un petit peu moins concernés ou impactés par cette situation-là parce que les États-Unis ne sont pas un marché clé pour nous. Par contre, j'aurais tendance à dire qu'on a quand même prévu le coup un petit peu et stratégiquement, on a mis en place des partenariats avec des fournisseurs locaux pour une catégorie de nos produits. Ceci dit, tout notre aluminium provient du Québec ou de l'Ontario. Donc, je dirais que la matière première la plus importante dans notre cycle de production est quand même relativement local. Mais notre réalité, c'est qu'on est souvent sur des appels d'offres internationaux où le prix le plus bas l'emporte. Alors, il faut qu'on sache composer entre la partie locale et la partie internationale pour chacun des projets. Je te dirais aussi, pour finir, qu'avec les derniers résultats pour les élections présidentielles américaines, on est un petit peu plus tranquille par rapport à notre relation avec les États-Unis. C'est certain, l'administration Biden va continuer à être protectionniste par nécessité, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'étant donné que la relation va se tranquilliser un petit peu, on pense que la tension n'aura plus besoin d'être présente entre les États-Unis et le Canada. Donc, je pense que ça va être positif pour l'industrie. Merci. Effectivement, l'enjeu protectionniste va toujours demeurer. Chantal, de ton côté, cet équilibre-là, local, international? Moi, pour répondre à ta question concernant l'achat local, c'est sûr que pour moi, je pense que c'est important d'être capable de rester avec un approvisionnement local. Pour moi, local, c'est évidemment le Québec, le Canada. C'est pas local Montréal. C'est sûr qu'on veut relancer la région de Montréal, là, mais c'est pas assez. Il faut relancer le Québec et ça implique toutes les régions et ça va avoir des répercussions, évidemment, sur toutes les régions si on relance le Québec. C'est sûr que pour nous, on s'approvisionne aussi au Québec, on s'approvisionne aussi à travers le monde. On se doit, en tant qu'équipementier, de rester compétitif. Et je pense, cependant, que s'il y a des investissements ici au Québec qui sont subventionnés par le gouvernement, devraient, en tout cas, favoriser l'approvisionnement québécois. C'est sûr qu'on doit rester compétitif et il faut qu'on soit compétent. On ne peut pas essayer de demander à n'importe qui de faire n'importe quoi et après ça, attendre des résultats. Mais je pense, dans tous les cas, qu'on doit favoriser ça, là, pas juste dans l'aluminium, de façon générale. Là, le Québec doit repenser comment on s'approvisionne. Merci. Et merci en fait, Frédéric, parce que tu ouvres la porte à la prochaine question ou le prochain sujet que je voulais aborder avec Vincent dans un premier temps, puis avec Juliane par la suite, qui est tout le côté du développement durable et environnement. Donc, on l'a mentionné, là, l'importance de la décarbonisation de notre économie est un chantier important et ça amène donc la notion d'aluminium à faible empreinte carbone. Oui, on a un avantage compétitif au Québec de par notre hydroélectricité, mais au-delà de ça, on a aussi un autre avantage qui est tout le développement de nouvelles technologies. Donc, je serais curieux de t'entendre, Vincent, sur comment Elysis voit l'évolution justement de cette production-là d'aluminium dans un contexte de décarbonisation et d'aluminium à faible empreinte carbone. Si on regarde d'abord un peu les tendances, je pense qu'il y a une tendance qui est assez claire
que le monde, dans plus ou moins sa totalité, réalise que les changements climatiques est un sujet d'importance. On le voit, le Canada s'engage d'ici 2050 à viser la carboneutralité. Pareil pour certaines entreprises qui commencent dans ce secteur. On voit Apple, qui est un de nos partenaires, en 2030, ils veulent être carboneutres. Donc tout ça, ça va amener une transformation profonde de l'industrie et des chaînes d'approvisionnement. Dans le cadre d'Elicis, ce que l'on vise, c'est de déployer une technologie qui enlève le dernier morceau de l'empreinte carbone du procédé. Mais en même temps, comme je l'ai dit en introduction, la partie compétitivité est essentielle. Donc, ce n'est pas un projet environnemental qui n'a pas de retour sur l'investissement. Ce genre de projets sont extrêmement difficiles à trouver. Alors, là, la partie innovante dans cet aspect-là, c'est comment ce partenariat s'est réalisé. Alors, il y a une technologie, le cœur de la technologie qui a été développée aux États-Unis. Il y a la conception industrielle où on prend un produit de recherche et puis on l'industrialise. C'est une expertise qui se trouve en France. Et les deux géants ont décidé de joindre des efforts et de l'amener au Québec. Donc aujourd'hui, on a une entreprise au Québec qui possède la propriété intellectuelle du procédé et qui a comme mission de le développer avec un tissu local, bien sûr, et par la suite avoir ça comme produit d'exportation. Donc ça sera plus juste, si on veut, l'aluminium qui va s'exporter, mais également la technologie. Et ça, à quelque part, c'est la vision de faire rayonner le Québec, le Canada à l'international aussi. Donc un aspect environnement clair, mais économique aussi. Et l'implantation au Canada, si on regarde ça, ça représente une réduction importante des gaz à effet de serre. Si la technologie est déployée, c'est environ 7 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année, ce qui est l'équivalent d'1,8 million de voitures retirées des routes. Donc on voit bien que ce n'est pas juste une entreprise technologique vouée à l'exportation, mais aussi en support à la transformation de l'industrie de l'aluminium au Canada, et surtout au Québec. On s'entend. Parfait, merci. L'autre volet aussi du développement durable, donc on pense bien entendu diminuer, là, tu le mentionnais, le poids environnemental du procédé, mais il y a également tout un côté recyclage et valorisation. Et donc pour toi, Juliane, justement, qui est dans le domaine de la responsabilité d'entreprise et puis dans le domaine du développement durable, quel défi chez AGECO vous voyez pour notre industrie et pour les utilisateurs de nos produits, mais également quels seraient les succès sur lesquels on pourrait s'appuyer ou s'inspirer? Oui, en fait, je ferai un pas en arrière. Évidemment, l'industrie, les alumineries québécoises n'ont cessé de déployer des efforts d'efficacité, l'élimination de certains types de cuves, informatisation, ELYSIS, on vient de le mentionner, et d'améliorer leur empreinte environnementale afin de répondre, comme on le mentionnait, à une demande croissante pour un aluminium plus responsable. Le Canada fait partie d'une initiative internationale qui collige les données de production mondiale et nous savons que nous sommes en très bonne position, en pole position sur la planète à lui, mais il y a différents défis à regarder effectivement sur la traçabilité, la production primaire, la circularité et surtout l'utilisation, la réutilisation. On a parlé rapidement de cette initiative de l'industrie qui a mis le programme en place Aluminum Stewardship Initiative, qui est destiné à améliorer la performance environnementale, à documenter l'empreinte aussi sociale. Les 3 producteurs de métal primaire du Québec détiennent cette certification. On l'a aussi mentionné, le Québec dispose de cet atout de taille avec l'énergie hydroélectrique, mais l'un des grands défis, évidemment, est de moderniser les usines actuelles pour atteindre une production aussi responsable que possible. La bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément de connaissances sur le sujet, mais comment conserver cet avantage, se positionner pour la prochaine génération comme chef de file d'aluminium? Évidemment, on a parlé tout à l'heure de cette
de ce dernier morceau, mais aussi de valoriser les résidus de bauxite, d'accélérer la transition énergétique pour la production d'alumine, l'électrification des transports, la récupération de chaleur à certains égards. Donc, on est quand même dans cette circularité énergétique, travailler sur les émissions associées au processus d'électrolyse. Il y a une conférence dans 5 jours conduite par The International Committee for a Study of Bauxite, Alumina and Aluminium, qui va être vraiment un partage d'informations exceptionnel. Puis, ce qui est important de dire, c'est que les professionnels du bâtiment durable sont à la recherche de la performance technique et environnementale de l'aluminium. Les systèmes de certification comme LEED ont désigné en fait la déclaration environnementale de produits comme l'un des outils pour donner cette performance environnementale. Et cela permet aux transformateurs québécois actuellement d'emboîter le pas dans des démarches qui sont très, très rigoureuses. Et finalement, j'aimerais aborder l'industrie qui souhaite mieux comprendre le contexte d'économie circulaire des rebuts d'aluminium. Qu'est-ce qui est valorisé à l'heure actuelle? Que devons-nous faire pour optimiser cette valorisation de tous les résidus, les sous-produits de la mine de bauxite jusqu'au recyclage, post-consommation du métal et aussi au démantèlement finalement des infrastructures, des grandes infrastructures en fin de vie utile. Comme tu l'indiquais, Martin, il y a des partenariats actuellement en création pour les boucles de recyclage. Et aussi, des plans on peut s'inspirer très bien des plans qui ont été adoptés l'an dernier en Europe pour le secteur de l'aluminium, qui visent à rendre pleinement circulaire l'industrie d'ici 2030. Ils ont fait leur devoir, il y a vraiment de quoi s'inspirer et je dois faire un clin d'œil à Alu-Québec, qui est une plateforme incroyable pour partager ses meilleures pratiques au sein des manufacturiers, des équipementiers, des transformateurs. Merci Juliane pour le clin d'œil. D'ailleurs, effectivement, on travaille ensemble sur des dossiers justement de tout comprendre les boucles de recyclage. Donc, merci du clin d'œil, c'est apprécié. C'était pas prévu. Mais pour regarder encore, juste revenir aussi sur l'aspect de la transformation. Je regarde mon collègue Patrick, je le mentionnais, on a au Québec tout un tissu d'entreprises transformatrices. Mais si on regarde ce qui se fait ailleurs, dans les entreprises similaires en transformation, comment notre industrie de la transformation au Québec se compare-t-elle d'un point de vue compétition? Donc, est-elle compétitive? Et selon toi, quels seraient les défis pour les entreprises transformatrices pour l'avenir? Écoute, nos entreprises sont compétitives, oui, mais j'aurais tendance à mettre un petit bémol là-dessus. Puis là, tu me parles sur un sujet qui me passionne. C'est que je pense que seules les PME du Québec sont ingénieuses, compétitives, parfois innovantes, mais il me semble que si on pouvait joindre nos efforts, c'est là qu'on pourrait créer une valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée vient de la synergie qui serait créée par la capacité de ces PME qui se trouvent partout, réparties partout au Québec, avec des compétences parfois complètement complémentaires. C'est de là, d'après moi, que viendrait la synergie, la capacité à être encore plus compétitif sur le marché mondial. On peut être excellent dans son domaine, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Martin, il y a beaucoup de niches en fait, parce que la valeur ajoutée dans l'industrie vient du fait d'avoir créé une niche pour son produit ou son service. Mais être excellent dans ta niche ne te permet pas nécessairement d'être excellent dans toutes les niches. Mais quand tu te mets à plusieurs, d'un seul coup, tu deviens excellent dans plusieurs niches, parce que tu as des compétences et des capacités qui sont complémentaires. Et c'est là où je pense qu'il y a un gros effort à faire. Nous, je fais un mea culpa aussi, c'est nous, petits industriels, petites PME du Québec, c'est là qu'on a un énorme effort à faire pour joindre nos efforts et être encore plus compétitifs sur les marchés mondiaux. Les donneurs d'ordre, d'une façon générale, les grands donneurs d'ordre, ont besoin de ce one-stop shop. Alors, donnons-leur ce qu'ils veulent. Tout à fait. C'est un peu ce que je faisais référence quand j'ai un peu réinventé le terme de l'extrapreneurship, de cette collaboration innovante et efficace. Ce qui m'amène aussi à un point par rapport à l'innovation. On en entend parler beaucoup, c'est au cœur de tous les discours. C'est au cœur même de toutes les stratégies pour demeurer compétitif, assurer une croissance. Comment cette quête-là de l'innovation s'est traduite dans vos entreprises? Et là, j'ouvre ça à tous, dans le contexte de la pandémie notamment, mais aussi comment ça va peut-être vous amener à adopter une nouvelle vision de l'innovation pour notre industrie?
Je peux y aller. Chez Rio Tinto, l'innovation a toujours été au cœur de notre développement. On travaille conjointement, souvent avec des clients, pour développer des nouveaux alliages, alléger les véhicules, alléger les roues. Donc, on travaille avec Tesla, Honda, GM pour arriver avec des nouveaux alliages. On a un centre de recherche à Arvida avec plusieurs employés qui fait un rayonnement à l'échelle internationale, qui nous aide dans ce développement-là. Et pour faire suite au point de mon collègue Patrick, c'est que quand il parlait de joindre des efforts, je suis d'accord avec ça. On a un exemple chez Rio Tinto. Je vois ça comme un peu deux PME, là, mais on parle de deux divisions qui ont développé un alliage d'aluminium-scandium. Donc, avec conjointement avec Sorel, des chercheurs ont trouvé un procédé d'extraction de scandium, puis avec le centre de recherche d'Arvida, ont pu mettre ensemble les efforts puis développer un alliage très spécial qui est prometteur pour justement la production de pile à combustible. Donc, on parle d'un partenariat qui s'est fait à l'interne, mais rien n'empêcherait des partenariats de se faire de même avec des PME au Québec, avec l'aide du gouvernement, ces choses-là. Là. Ça, c'est certain. Merci. Est-ce qu'il y en a qui veulent... Chantal? Je vais compléter. C'est sûr que pour nous, en tant qu'équipementier, l'innovation, c'est super important, surtout en tant que PME. Et si on veut se démarquer sur le marché international, on se doit d'avoir un produit qui est innovant, parce que la compétition est très féroce. Et puis, ça nous permet de survivre. C'est sûr qu'en tant que PME aussi, nous, les opérations priment toujours sur l'innovation, les recherches et développement, les projets comme ça, parce qu'il y a des risques techniques et financiers qu'on ne peut pas supporter, là. Donc, on se revient toujours vers l'opération et non sur l'innovation, mais on se doit, en tant que PME, d'innover. Sinon, c'est sûr, c'est une direction vers la mort, là. Non, tout à fait, tout à fait. Moi, si je peux dire un mot aussi, nous, on a profité beaucoup de ce calme qu'on a eu entre avril et juin, en fait, pour mettre beaucoup d'efforts en recherche et développement. On a développé un nouveau produit, en fait, dont le prototype est en cours de fabrication en ce moment et qui sera lancé au printemps. Donc, je t'avoue que ce n'est pas évident de faire de l'innovation et de la recherche-développement quand tu es à distance. Ça a des défis, mais on a quand même réussi à bien avancer, puis on a profité de cette période justement pour mettre encore plus d'efforts. Je te dirais que d'une façon générale, SBB est quand même très, très axé sur l'innovation et le développement de nouveaux accessoires, nouveaux produits, etc. Mais cette période en particulier, très, très calme au niveau production, nous a permis de focuser encore plus là-dessus. Merci. Vincent, peut-être un mot à ajouter? Ou... Oui, pour nous, c'est clair que l'innovation est notre cœur de métier, si je peux dire. Hein. La pandémie, pour nous, la partie la plus importante a été de ne pas ralentir. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur une rupture, il faut être les premiers, parce qu'on bénéficiera des conséquences d'être le premier. Ça c'est une chose importante. Donc, on n'a pas ralenti. L'autre aspect qui est un peu plus difficile, on a parlé plusieurs fois aujourd'hui de voyage. Alors, on a des experts mondiaux aux États-Unis, en France, et on démarre quelque chose de nouveau au Québec. Et on a besoin de ces sommités. Alors aujourd'hui, on a des Américains puis des Français au Saguenay en ce moment, hein, au milieu de la pandémie, au milieu de la grosse crise. Et ça, c'est un sujet qui nous préoccupe, surtout quand on va vers un démarrage. Alors, pour ça qu'on suit ça de très proche, on espère que ça ne va pas nous affecter. Alors, on a fait des plans A, des plans B, des plans C, comment, une fois en opération, pouvoir gérer cette situation. Donc, pour nous, c'est la course contre la montre. Et c'est ça le principal enjeu pour nous aujourd'hui en lien avec la pandémie. Merci. Juliane, je ne sais pas s'il y a de ton côté des éléments à ajouter sur l'aspect innovation. Bien, évidemment, le partage d'informations des bons coups, on l'a dit, réaliser ces partenariats. On fait partie, nous, Groupe AGECO, de l'écosystème avec la compréhension de l'empreinte environnementale et on souhaite agir pour partager ces bons coups auprès des clients de leurs clients, etc. L'innovation en développement durable, c'est vraiment de faire avancer la recherche, de la digérer, de s'assurer que ça percole rapidement au sein du tissu industriel. Puis le secteur de l'aluminium est très bien placé pour faire ces échanges.
Merci. Je suis conscient du temps, n'empêche, j'ai quelques petits éléments que j'aimerais qu'on aborde, je trouve qu'ils sont importants. Et déjà, Patrick, tu l'as souligné tout à l'heure, l'aspect de la main-d'œuvre. Donc, on en entendait parler avant la pandémie, pénurie de main-d'œuvre. Malheureusement, lors de la pandémie, il y a eu des mises à pied qui ont dû être faites pour les travailleurs. C'est malheureux. On est en reprise. En fait, tu devançais un peu ma question. Je me demandais, est-ce qu'on parle toujours encore d'une pénurie de main-d'œuvre? Donc, j'ouvre aussi à tous, mais comment vous vivez ça présentement, cet aspect-là au niveau de la main-d'œuvre? Est-ce qu'on a au sein de l'écosystème, au sein de vos secteurs, de vos entreprises, est-ce qu'on a tout le capital humain dont on a besoin pour faire face non seulement aux opérations d'aujourd'hui, mais même pour faire face à la croissance? Je sais pas, Patrick, si tu veux te... Je peux reprendre la balle au bon. Chez SBB, on offre des salaires compétitifs, des conditions de travail en général qui sont compétitives. Et malgré tout, je te dirais que la situation de difficulté d'embauche est encore là. Puis je parle autant de personnel au niveau de l'usine que de personnel au niveau des bureaux. Le processus est toujours très ardu. Et la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, il faut faire appel à des firmes externes pour embaucher. Donc, ça vient d'augmenter le coût d'embauche. Et quand tu dois attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour trouver la ressource que tu recherches, on s'entend que ça met aussi un frein à tous tes projets de recherche et développement, tous tes projets d'innovation, tous tes projets de diversification. Donc, c'est vraiment une problématique qui est encore très présente pour nous. Chantal, est-ce que ça se vit de la même façon chez vous? Exactement de la même façon. Écoute, c'est un problème qui dure depuis des années. Trouver des gens techniques et en plus de les trouver, c'est de les garder. En tant que PME, c'est sûr que former ces gens-là, ça prend un certain temps et les garder, c'est pas les salaires qui fait que les gens restent. Ça, c'est assez facile à combler, mais c'est de les garder et c'est vraiment un enjeu pour nous là, en tant que PME. Chez Rio Tinto, vous avez la même problématique au niveau enjeu? Je dirais peut-être un peu moins dans le sens que on n'a pas vraiment eu à faire des mises à pied puis tout ça. Étant une grosse entreprise internationale aussi, il y a quand même un attrait, là, malgré que le département des ressources humaines va peut-être me dire que je m'avance un peu. Mais je pense que le défi, on a maintenu nos investissements au Québec, là, quand même 350 millions en 2020. Donc, on n'a jamais eu à faire de mise à pied massive ou quoi que ce soit. Mais l'enjeu est plus autour du développement de ces nouvelles ressources-là. Les gens qu'on engage, parce qu'on a un roulement normal, qu'on est capable de combler parce que, bon, il y a beaucoup d'emplois quand même à Montréal. Il y a des industries qui souffrent. Hein. On parle de l'aéronautique, pour ne pas les nommer, c'est quand même plus difficile. Il y a quand même beaucoup d'intérêt des gens de ces entreprises-là vers des entreprises comme la nôtre. Mais le défi encore, je dis, c'est qu'OK, tu as ce nouvel employé-là, comment tu l'exposes à notre industrie, notre business en télétravail? Parce qu'on s'entend, télétravail, ça va bien, mais l'exposition n'est pas la même. Quand tu as une jeune ressource, une nouvelle ressource que tu es capable d'amener dans les rencontres à gauche et à droite, tu l'exposes. Là, l'enjeu est autour de l'entraînement de cette personne-là et de ces personnes-là et du développement de la business. Parce qu'on ne voyage pas, donc là, on maintient nos clients comme on a toujours fait, mais développer de la nouvelle business à distance va amener des défis. Fait que l'enjeu est plus autour de ce côté-là. On a amené des solutions comme on a donné accès à tous les employés à LinkedIn Learning pour essayer de continuer à favoriser le développement, là, la stimulation puis tout ça, avec des développements plus en ligne avec le besoin puis les besoins de développement de compétences. Merci. Vincent? Oui, on est peut-être un peu atypique là-dedans parce qu'on a démarré un processus d'embauche dans la première vague de la pandémie et on l'a complété maintenant au milieu de la deuxième vague de la pandémie et on avait 22 postes à combler et pour chaque poste à combler, on avait à peu près 30 candidatures. Donc, je pense que c'est lié au sujet sur lequel on travaille. Hein. C'est avant-gardiste, c'est intéressant. Donc, technicien, scientifique, ingénieur, on a pu embaucher ça, je dirais, essentiellement localement. Merci.
Je vais passer à la toute dernière question, conscient du temps qui file. Donc, je pense que nul doute que l'aluminium est un secteur important pour le Québec et pour le Canada. Comme vous le savez, on est présentement aussi en renouvellement de la stratégie québécoise de développement de l'aluminium. Comme bien d'autres, nous, à l'UQuébec, avons également fait des suggestions au gouvernement à cet effet-là. Donc, pour conclure le panel, si je vous demandais un élément, si vous aviez un élément à souligner aux différents paliers de gouvernement pour qu'ils appuient les efforts de croissance de notre industrie, quel serait cet élément-là, brièvement? Donc, je vais commencer avec toi. Si j'avais juste un élément, j'en avais plusieurs, mais bon, on va me limiter à un élément. Je pense que ce serait, quand ils font des soumissions ou des appels d'offres, de bien considérer justement des choses comme l'empreinte carbone avant de donner des contrats. Pas que ce soit l'élément nécessairement de sélection, mais qu'au moins, dans leur matrice de sélection, que l'empreinte carbone soit considérée. Et ça favoriserait beaucoup d'entreprises au Québec, c'est sûr. Merci. Patrick? Ben moi, étant donné que je suis une entreprise de transformation, je vais transformer le 1 en 2, puis je vais en donner 2. Je dirais, non, très rapidement, je dirais, encore une fois, je vais taper sur le même clou ensemble. C'est vraiment de continuer à nous unir, continuer à avoir des organismes un petit peu comme à l'UQuébec qui servent un peu de plateforme pour amener des compétences et essayer de trouver des fits entre les entreprises. Le deuxième point qui me semble très important, c'est aussi la promotion des exportations. On a quelque chose d'assez unique au Québec en termes de tissu industriel et de savoir-faire. Et je pense qu'on ne peut que bénéficier d'être capable d'exporter beaucoup plus notre savoir-faire. Parfait. On va faire 2 avec 1, on l'appelle l'agilité aussi. Dans la même veine, je suis d'accord avec Patrick. Je pense qu'il faut encourager les exportations et puis il faut aider financièrement ces PME-là et faire front ensemble. Je pense que ça, c'est... toutes les PME doivent se regrouper et faire front ensemble, mais il faut vraiment avoir l'appui du gouvernement parce que pour nous, ça devient de plus en plus difficile de compétitionner contre tous ces multinationales-là. Est-ce qu'on va innover? On va faire 3 avec 1 avec Vincent? Ou... Je vais m'en limiter en un seul. Je pense que le gouvernement a vraiment un rôle à jouer au niveau du capital à risque. Je pense que c'est quelque chose qui est discuté, qui est sur la table. Particulièrement quand on fait des percées d'industrie ou de marché, ça engendre un niveau de risque beaucoup plus élevé que l'innovation incrémentale, d'où la nécessité importante de capital à risque. Je pense que c'est un point important. Et de pouvoir dérisquer, en fait. Voilà, de partager le risque, en fait. Tout à fait. Juliane? Bien, évidemment, on doit rester compétitif, poursuivre notre travail pour assurer le positionnement de l'aluminium faible en carbone, de la bauxite en passant par la production primaire, la transformation jusqu'à la valorisation et surtout connaître nos clients dans les secteurs où l'aluminium se positionne le mieux. Et j'ajouterais un petit sous-point parce que c'est vraiment important, puis on sait à quel point c'est pas évident, nos étudiants, donc former les futurs professionnels du secteur, des secteurs utilisateurs de l'aluminium dans les endroits où on est le plus innovant. Parce que quand on a lancé le chantier construction et bâtiments durables, on nous indiquait que cette matière qui est l'aluminium était encore peu connue dans le secteur de la construction, peut-être moins utilisée. Et donc, c'est important d'orienter vraiment sur toute la chaîne de valeur et aussi former les gens pour favoriser l'utilisation de l'aluminium. Merci. Merci à tous. Ce fut un échange fort intéressant. On retient plusieurs choses. On a parlé des défis, on a aussi parlé des opportunités. On a beaucoup parlé d'agilité et d'innovation. On dénote aussi l'importance du poids économique de l'industrie de l'aluminium pour le Québec. Nous avons souligné le potentiel du secteur pour rehausser les exportations du Québec dans un contexte d'évolution des marchés, mais aussi pour la performance de nos chaînes d'approvisionnement locales. On retient le caractère innovant, je viens d'en parler, de l'industrie et sa grande contribution pour stimuler notre transition vers une économie sobre en carbone.
Donc, 3 mots, une relance qui va s'appuyer sur l'innovation, sur l'agilité, puis sur le développement durable. Donc, je tiens à vous remercier pour la qualité des échanges, la qualité de l'animation. Monsieur Charron, merci beaucoup. Merci aux participants. Je vous invite en terminant à assister à notre prochaine causerie ce vendredi 13 novembre à midi, alors que nous recevrons le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard. Merci, bonne journée à tous.